Alors, il paraît que finalement, ça marche du côté de Alice. Elle vient de me passer un message. Donc, va-t-on pouvoir parler de l'adoption cet après-midi? On va voir. Je vais tester. Je vais lui envoyer une petite demande. Alors, est-ce que ça va marcher? Elle vient de m'appeler Alice. La magie a opéré. On va voir. Bon, Oh là là, ça marche, magique. bon, Magique. voilà. Mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Eh ben, écoute, j'ai absolument rien fait. Voilà, D'accord. j'ai remis sur mon compte actuel et ça fonctionne, donc Ok. tant mieux. Bon, bah écoute, hein, j'ai annoncé 21 h. Au pire, les gens auront en podcast. Hein, tant pis, c'est pas grave. Ouais. Bon, écoute, Alors, déjà pour ok. Donc, l'invitation et puis désolé pour le contrôle. On t'inquiète va pas, faire avec plaisir, ça fait partie des aléas. Hein, ça arrive. Donc, c'est ça. bienvenue à toutes, bienvenue à tous. On va parler ce soir, aujourd'hui plutôt, j'ai trop l'habitude de le faire le soir, d'adoption. J'ai invité Alice, donc, qui est née en Inde, qui est venue en France toute petite. Elle a été adoptée par une famille française et elle a écrit un livre récemment dont on va parler après. Donc, Alice, est-ce que tu peux te présenter? Ton nom, je l'ai déjà donné, ton âge et éventuellement nous expliquer ce que tu fais dans la vie. Donc, je m'appelle Alice Marchandeau, j'ai 29 ans actuellement, j'habite à côté de Tours, dans l'Indre-et-Loire. Et actuellement, je suis en. Alors, je travaille pas actuellement. J'attends notre deuxième enfant. Donc, je suis enceinte. En même temps, je fais l'annonce parce que j'ai pas forcément dit à tout le monde, donc j'en profite. On a un bébé déjà Félicitations. qui a 10 mois et je vis avec mon conjoint, du coup, voilà, en maison et tout va bien. Donc, je reprendrai une activité professionnelle l'année prochaine. D'accord, Voilà. ça marche. Déjà, félicitations Merci. pour ta famille tout entière, voilà, qui est un Ouais. symbole fort pour toi, comme j'ai pu le découvrir dans ton livre. Et justement, pourquoi avoir décidé d'écrire de l'abandon à l'adoption? Pourquoi? Pourquoi le titre ou pourquoi le livre? Les deux. Alors le livre, je l'explique au début, j'ai eu une période où j'étais vraiment... il y a eu des hauts et des bas, mais une période de bas qui a duré quelques années où j'avais beaucoup de mal-être et j'ai tout déversé sur un papier, enfin sur mon ordinateur à l'époque. Et au fur et à mesure, ça commençait à prendre de l'ampleur et je me suis dit pourquoi pas pour moi garder une trace de cette période-là, de tout ça, de tout. Et petit à petit, j'ai un petit peu recomposé tout ça, enfin, les puzzles un petit peu avec l'enfance, les questionnements, l'adolescence, et c'est tout, parce que j'avais 23 24 ans. Et après, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut servir plus tard quand j'aurai une famille, plus tard quand j'aurai des enfants. Donc voilà, ça s'est étalé sur 4 5 ans. Et en 2018 quand j'ai rencontré mon conjoint, je lui ai dit, écoute, j'ai fait ça il y a quelques années et j'aimerais aboutir sur ce projet-là, aller au bout. Parce que des fois, je fais des choses et je les termine pas. Donc là, j'ai dit, j'aimerais bien aller au bout de ce projet-là. Et ensuite, j'ai contacté une relectrice qui m'a parlé de l'auto-édition et ça s'est enchaîné comme ça. Donc ça a commencé fin 2019. Donc j'ai fait le livre pour moi, pour ma famille, pour mes proches. Et après, il s'est posé la question de le mettre à la vente. Enfin, c'est pas la question de la vente, c'est la question d'étaler un petit peu sa vie à tout le monde. Et finalement, je me suis dit que ça pouvait servir à d'autres. Donc, je me suis lancée pour ces raisons-là. D'accord. Et pourquoi l'avoir appelé de l'abandon à l'adoption? Ça veut dire que l'adoption, c'est l'étape finale, finalement, Ouais, du livre. Et c'est un ouais, côté symbolique. ouais, c'est un côté symbolique. Du coup, alors mon livre, il va être à l'envers, mais c'est pas grave. En fait, de l'abandon, ça représente moi quand j'étais petite et l'adoption avec ma mère. Ouais, donc c'est un peu passé futur en fait. C'est vraiment symbolique. Ça m'est venu comme ça. En plus, ça rime, donc c'était bien. Et c'était pour montrer aussi que le livre ne parle pas forcément que d'adoption, mais parle aussi vraiment de sentiments d'abandon qui peut encore perdurer à l'heure actuelle. Mais je voulais pas que ce soit centré que sur l'adoption, faire pas, je sais pas comment dire, pas voilà, pas se borner qu'à l'adoption, que ce soit un peu plus large et que les gens puissent se reconnaître.
dans d'autres parties de D'accord. vie. C'est ça. Comprends. Alors, Momo, tu as raté l'essentiel. Sincèrement, tu as raté un moment épique. Mais non, Ah je oui. rigole, t'inquiète pas. Euh, mademoiselle, enfin, madame vient juste de Ouais. se présenter. Donc, tu auras l'occasion, si tu veux rattraper, de revenir un peu en arrière. Mais là, c'est le début de l'interview. Finalement, ça a marché. Donc, on a décidé D'accord. d'enchaîner. Ce sera mieux. Donc, tu as dit par rapport à à ce livre que ça t'a permis aussi de mieux te comprendre et de connaître les raisons de ton et de tes comportements. Est-ce que tu peux expliquer un peu? Alors, le livre, en l'écrivant, oui, parce que j'ai rencontré un magnétiseur quand j'avais 19 ans et c'est lui qui m'a tout éclairé, parce que j'avais des problèmes d'alimentation, des TCA, on appelle, les troubles comportement alimentaire, je crois, du Ok. comportement alimentaire. Donc, c'était de l'hyperphagie et je mangeais pour combler des choses et je comprenais pas pourquoi, je trouvais ça pas normal. Donc, j'ai été consulter un magnétiseur et c'est lui qui m'a expliqué que je comblais un vide, je comblais un manque et que j'avais peur de l'abandon. En fait, ma grand-mère est décédée quand j'avais 16 ans, j'étais très proche d'elle et donc je lui ai dit, mais je lui ai dit, je le vis pas comme un abandon, c'est une mort soudaine mais pas Mm. volontaire. Enfin, voilà. Et il m'a dit, si, si, c'est quand même inconscient. Et quand il m'a dit ça, j'ai détricoté un peu toute ma vie depuis le début. Et effectivement, ça a fait tilt. Et je me suis dit, oui, effectivement, c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai réagi de telle et telle manière avec telle et telle personne, qui fait que, ben ouais, en fait, ça cachait la peur d'être abandonnée, d'être mise de côté, d'être un peu en marge. Donc, ben, quand j'ai écrit le livre, c'est en écrivant ouais, que j'ai détricoté et que je me suis rendu compte au fur et à mesure. D'accord. Alors, tu dis également dans le livre, je ne souhaite pas repenser trop souvent à mon adoption, car je me pose rapidement une foule de questions auxquelles je n'aurai jamais de réponse. Je préfère me faire une raison plutôt que de me torturer l'esprit avec des questions. La phase d'acceptation était nécessaire pour passer à autre chose et pour pouvoir vivre en paix avec mon passé. Est-ce que tu pourrais développer peut-être un petit peu pourquoi est-ce que repenser à ça n'est pas forcément quelque chose de... Alors, pour le moment, à l'heure actuelle, ça va mieux, mais Mm, effectivement, quand j'ai écrit le livre, c'est-à-dire que quand j'avais, que ce soit une brouille amicale, sentimentale, familiale ou un moment de bas, je repensais à tout ce qui était l'histoire, parce que souvent on dit la fameuse phrase que quand on ne sait pas où on va, il faut savoir d'où on vient, sauf que dans mon cas, je ne sais pas, et le fait de ne pas savoir, ben, je me fais vite des films, des gros raccourcis en me disant, bah, de toute façon, de base, j'ai pas été désirée, enfin ça, je sais pas, mais en tout cas, j'ai été abandonnée dans les faits, et je mérite pas ceci, cela, limite, je mérite pas de vivre, et de là, c'est le point de départ qui fait que bah, dans ma tête, ça allait vite à des raccourcis négatifs et qui pouvaient me plomber. Donc c'est ça, toutes ces questions. Et les réponses que je n'aurais pas, c'était le fait des circonstances de mon abandon, pardon, et de ma famille biologique parce que j'ai pas de traces, j'ai pas de la date de naissance, je l'ai pas, j'ai pas le lieu et j'ai pas les circonstances. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, je suis en paix avec cette partie-là, mais c'est vrai que dans les moments un peu de perte de confiance en moi, ça peut aller vite à se faire des films, quoi. ok. Et ça veut dire quoi justement être en paix avec ça? Ça veut dire quoi accepter en fait? C'est accepter que ce soit comme ça, accepter qu'il y a un point d'interrogation à un moment Mm, donné de ta vie. Il se trouve que c'est au départ en plus, mm, et accepter pour passer enfin, c'est pas passer à autre chose, mais parce que ça fait partie de moi, mais c'est accepter pour avancer parce que je voyais que dans ma vie, j'étais à stagner, j'avais pas des bonnes fréquentations non plus, surtout sur le point de vue sentimental, mais mm, des relations qui étaient dysfonctionnelles. Et je me suis dit, à un moment donné, si moi, je me pousse pas à avancer et aller de l'avant, personne ne va le faire pour moi, même si j'ai des amis qui sont bien, c'est pas la question, mais c'est que c'est à moi de le faire. Donc voilà, je me suis dit, bah ok, c'est comme ça, maintenant il faut que j'avance avec ce que je suis. Et il y en a qui l'ont fait avec une autre histoire, voire pire que la mienne, donc il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. mm. Mais on fait comment pour accepter quelque chose qu'on ne sait pas?
Parce que parfois, finalement, il y a des gens qui préfèrent savoir, même si c'est quelque chose de dur, même si c'est quelque chose une mauvaise nouvelle, et finalement, bon, on souffre d'un coup, mais on sait. Comment est-ce qu'on fait pour accepter quelque chose qu'on ne sait pas, en fait? Bah, Comment est-ce qu'on justement, accepte de ne pas savoir? ouais, voilà, c'est ça. C'est comment on accepte de pas savoir. Parce que justement, je me suis toujours dit, même si c'est quelque chose de dur, même si c'est quelque chose de lourd à encaisser, tant pis, c'est fait. Et puis, je sais que ça sera ça, mon histoire. Mais je pense que c'est avec le temps. Et puis, je dis pas que qui n'y arrivent pas, c'est qu'ils le veulent pas. Je suis pas en train de dire ça. C'est juste dans mon cas, c'était une étape nécessaire pour avancer. Hmm. Parce que sinon, je me serais toujours posé la question. Et il y a 2 mois de ça, non, peut-être pas 2, 3 mois de ça, j'ai fait un test ADN MyHeritage là, pour accompagner quelqu'un qui l'a fait, on va dire. J'ai pris du recul. Bon, j'ai trouvé 2 cousins très, 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 très lointains. J'ai pas eu plus de suite que ça, mais ça me travaille pas. Donc, je suis vraiment passée à autre chose. Mais c'est le temps qui a fait et puis la volonté d'avancer plutôt que de ressasser quelque chose qui est déjà fait. Mais c'est pas évident, hein, ça m'a pris quelques années, ça peut prendre toute une vie pour quelqu'un d'autre, ou alors ça peut ne pas être un souci pour encore une autre personne. Donc, Hmm. D'accord. Savoir que tu as été adopté, ça te rend triste ou ça t'a rendu triste de savoir tout simplement ça? Le fait. euh, il y a eu des phases différentes. Pardon. Il y a eu des phases différentes. Quand j'étais enfant, ça m'a rendu triste parce que je voyais que mes amis ressemblaient à l'un des deux ou les deux parents, qui avaient les frères et sœurs. Donc, dans les ressemblances, ça m'avait rendu triste. Je m'étais sentie un peu en marge. Il y a eu des moments, ça m'avait rendu fière parce que je me disais que mon histoire, elle ressemblait pas à celui de la voisine, à celui de mes autres camarades à l'école. On était deux à être adoptés quand j'étais en primaire, mais c'est tout. Et puis autrement, ouais, c'était un petit peu ambivalent, mais quand je suis retournée en Inde en 2012, j'étais fière de retourner, d'avoir fait toute cette démarche-là. Une fois sur place, j'étais contente, mais j'étais perdue. Donc, et à l'heure d'aujourd'hui, je dirais que c'est plus une chance parce que bah, j'ai construit ma vie de famille et ouais, ma vie de famille. Hmm. Donc, je dirais que c'est une chance, c'est une fierté, mais ça n'a pas toujours été le cas, quoi. Ça a été compliqué, surtout la période de l'adolescence. Hmm. D'accord. Et pour que les gens sachent, tes parents, ils sont blancs? Ouais, mes parents, ils sont blancs, ils sont nés dans la région, à côté de Tours, enfin, ils sont français d'origine et de nationalité, et toute ma famille est dans le même cas. Il n'y a pas eu d'autre adoption. Et moi-même, j'ai été adoptée seule. J'ai pas de frères et sœurs. Il n'y en avait pas avant, Hmm. d'enfants biologiques, pardon. Et par la suite, ils n'ont pas adopté d'autres enfants. D'accord. Donc, c'est moi la seule. Ok. Et est-ce que ça t'a, comment est-ce que je pourrais, quel mot je pourrais trouver? Est-ce que tu t'es déjà sentie différente au sein même de ta famille, du fait d'avoir peut-être une couleur de peau différente ou même d'être la seule adoptée? Est-ce que tu t'es déjà sentie en marge? La couleur de peau, ça n'a jamais été un problème, hein, jamais. Euh, j'ai eu une enfance plus que joyeuse. J'ai pas eu de soucis particuliers. J'ai eu des questionnements, mais voilà. Après, c'est un peu plus délicat à aborder comme sujet, mais on va dire qu'à l'heure actuelle, ouais, si ça m'a fait un peu me sentir différente vis-à-vis d'eux parce que j'ai pas ce patrimoine familial de me dire, comment expliquer? Enfin, j'avais des grands-parents, dont une grand-mère dont j'étais proche, mais maintenant avec le recul, ça reste ma grand-mère, mais c'était pas la même chose qu'une famille biologique dans mon cas. Je pensais, mais en fait, avec le recul et en ayant mon propre enfant, c'est la naissance de mon fils qui a fait que il y a une bascule à ce moment-là. Et il y a des événements bon, qui ont fait que je me suis sentie un peu plus rejetée, mise de côté, incomprise. Mais c'est pas lié à mon adoption, mais c'est moi qui le ressens comme ça en me disant bah, peut-être que c'est lié à ça, même si je sais que c'est pas le cas, mais
parce que je suis différente, parce que je raisonne complètement différemment, et que mes ressentis ne sont pas forcément pris en compte, et peut-être que eux pensent que j'ai un petit peu reproché ça souvent, pas à ma famille, mais plus mes parents, de ne pas être partie. Je leur ai dit que même si j'étais adoptée à l'âge d'un an et que c'est très jeune, je suis pas une page blanche, quoi. Il y a déjà un petit passif avant, et ça, c'est vrai que d'en avoir moins pris compte, ça a pu me blesser. Hmm. Donc, pour répondre à ta question, dans le passé, c'était pas un problème, mais à l'heure actuelle, ouais, je me sens plus de côté et en marge, on va dire. D'accord. Alors, tu tenais à préciser plusieurs fois dans ton livre que tous Ouais. les enfants adoptés ne réagissent pas de la même façon et ne vivent pas forcément les choses de la même manière. Je pense qu'on va avoir pas mal de parents qui adoptent ou qui souhaitent adopter, qui ont envie de s'informer, mais c'est important justement de leur dire que ce n'est pas un mode d'emploi et que chacun est différent. Oui, et je tenais à souligner que voilà, s'il y avait des choses au niveau familial, comme je viens d'évoquer, ça c'est pas lié directement à l'adoption. Il n'y a pas eu de rejet de mes origines ou quoi que ce soit. Au contraire, on va dire. Simplement, en tant que parent, s'il y a un conseil à donner ou quelque chose, c'est pas un conseil parce que je suis pas, voilà, c'est pas une science infuse non plus, mais c'est de rester à l'écoute de l'enfant par rapport à ses blessures d'abandon, s'il y en a qui sont encore là, et puis ouais, d'être à l'écoute. Et puis si jamais l'enfant parle forcément un jour ou l'autre, de vouloir soit retourner dans son pays, soit connaître son histoire, de pas le rejeter et pas lui dire bah écoute, va retrouver ta mère, quoi. Moi j'ai eu ça comme réflexion. Euh, Ça peut être compris sous le coup de la colère une fois, mais quand c'est à répétition, du coup, c'est un peu. Forcément, après, ça donne pas trop envie d'aborder le sujet. En tout cas, ce côté-là du sujet. Donc, pour les parents, oui, il n'y a pas de mode d'emploi, mais comme quand on est parent d'un enfant biologique, pour le coup, c'est juste de rester attentif aux émotions de l'enfant. Moi, je dirais plus ça. Et après, si c'est possible, de lire à travers les lignes dans le comportement, mais ça, c'est plus délicat, Hmm. l'interprétation. D'accord. Donc, enfant adopté, ça ne veut pas dire forcément qu'on aura le même vécu, la même façon de réagir, mais il y a quand même des points communs. Il y a quand même des choses qu'on peut retrouver chez des enfants adoptés. Est-ce que tu pourrais m'en donner ou lesquels, selon toi? Quels points communs, quels traits, quelles attitudes, quelles émotions on peut retrouver? Alors, j'avais regardé sur Internet quand j'avais fait mon livre parce que ça me questionnait pour moi. Dans mon entourage, j'ai plus fait connaissance avec des personnes qui ont été adoptées, mais encore une fois, c'est ce que je disais, j'en connais pas non plus 50. Enfin, voilà, c'est plus Internet et puis que je revois avec le recul, je dirais le sentiment d'abandon. Un peu, c'est pas inévitable, mais ça peut être souvent le cas. Ça veut dire quoi le sentiment d'abandon? Alors, le sentiment d'abandon, ça peut être le fait quand on est dans une relation avec quelqu'un, que ce soit amicale, sentimentale, familiale, dès qu'il y a quelque chose, je veux dire plutôt sentimental, admettons une séparation, ça serait de le vivre vraiment comme un abandon, un déchirement, un divorce de ses parents pareil, un décès, même si c'est pas volontaire, de le vivre comme un abandon, et puis se dire, comme on a été abandonné petit ou petite, que c'est le même schéma qui se répète en fait. C'est un peu ça. D'accord. La théorie, on va dire. Donc le sentiment d'abandon, le trouble de l'attachement, trouble affectif, je dirais. Moi, c'est un peu ce que j'ai. C'est parfois d'être trop attaché à quelqu'un rapidement, même si je fonctionne au feeling et je suis pas la seule, mais ça n'a rien à voir avec l'adoption. Mais par contre, parfois, je peux être m'attacher très rapidement à quelqu'un ou au contraire, si je suis réfractaire à quelqu'un, ça va être le contraire. Il y a des périodes, je veux absolument personne. Quand je dis personne, c'est moins de vie sociale, voire pas. Et puis, il y a eu des périodes où je voulais absolument voir du monde, être entourée. C'est Mais un à peu ton ça. avis, mais ça pour toi, c'est propre au fait d'avoir été adopté ou pas? Je sais pas, enfin, je pense que c'est plus propre à l'abandon de base. Après, par D'accord. rapport à l'adoption, qui peut se retrouver, et ce qui n'est pas forcément mon cas, ça peut être le problème, enfin pas le problème, mais
avec bon, la couleur de peau, les origines, se sentir différent d'un tel ou d'un tel parce que nous, on n'est pas avec nos parents biologiques. Si on ne connaît pas notre histoire, bah, c'est encore une autre différence. Et puis souvent d'avoir cette dualité entre famille biologique, famille adoptive et parfois le sentiment de peut-être de devoir, c'est pas devoir choisir entre les deux, mais ouais, d'être un petit peu entre les deux. Ça, C'est-à-dire? c'est propre aux enfants adoptés, mais pas tous. Moi, ça me concerne pas forcément. Ok, Et d'accord. puis, le fait aussi de faire des transferts, peut-être, mais de retrouver, ça a été un peu mon cas, mais partout, enfin, pas partout où je vais, mais des fois dans les amis, dans les parents de mes amis, ou ouais, parents de mes amis, de se retrouver une famille ailleurs. Je sais pas si je m'exprime bien. Ouais, Mais de retrouver un cocon qui est sécurisant, je sais pas, alors que je suis amie avec une personne, mais c'est vrai que je retrouve un peu ce côté cocon, ce côté famille, même si les amis. Souvent, je connais les parents en même temps. d'accord, Euh, voilà, d'avoir ce côté un peu rassurant. d'accord. Ok, je vois. Alors, il y a Agnès qui dit, donc, le problème est quand l'enfant ne parle pas. Alors, effectivement, moi, enfin, moi, de toute façon, j'ai pas de billes particulièrement à donner aux parents, mais la seule chose que je pense, c'est que quand l'enfant ne parle pas, ne pas parler, c'est parler, pour moi. Ouais, je suis d'accord aussi. Bah, après, Agnès, on se parle tous les jours, donc c'était pour te dire, Agnès, si tu m'écoutes, que oui, effectivement, bah, quand l'enfant ne parle pas, je suis un peu d'accord avec toi, Flavien, c'est pas parler, c'est s'exprimer, être en colère, c'est s'exprimer, mais ça, c'est pas évident à déchiffrer. Ce que je disais, c'est l'interprétation du comportement, c'est pas facile. Et pas parler, se renfermer. Je sais que Agnès, c'est un petit garçon qui est là. Des fois, peut-être que homme-femme, il y a aussi une différence qui est pas forcément. Je stigmatise pas, hein. Il y a des femmes qui parlent pas, des hommes qui veulent trop, qui sont plus expansifs, mais de pas parler, il y a peut-être des phases, ça veut peut-être dire que la personne se pose des questions, ça bouillonne des fois à l'intérieur. Donc, quand l'enfant ne parle pas, des fois, je dis pas que c'est bien de le laisser tranquille, mais un petit peu, mais pas trop longtemps non plus, quoi. C'est Hmm, voir, c'est pas évident. Parce que hmm, à l'heure d'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, donc on peut parler avec n'importe qui derrière. En même temps, ça peut être bien pour les parents de voir, ah bah, il fait ça, ça, ça. Il a tel et tel ami, telle et telle influence. Est-ce que ça peut dire quelque chose? Mais hmm, peut-être laisser des pistes, dire, tiens, j'ai entendu parler d'un tel, de tel témoignage, de telle émission, de tel livre. hmm, Tu le soumets, tu fais ce que tu en veux. Et puis des fois, les enfants, des fois, j'étais un peu bornée aussi. Et puis, je voulais pas. Et puis après, j'entends parler d'une émission, de quelqu'un, d'un témoignage. Et je me dis, tiens, ça peut être intéressant. hmm. Après, Non, non, mais je vois ce que tu veux dire. Et donc, voilà. du coup, je vais répéter quelque chose que tu as dit un peu entre les lignes et également que tu as dit clairement dans ton livre. C'est que le cœur du problème, ça n'a jamais été l'adoption, mais c'est vraiment l'abandon. Je pense que c'est ça qui est peut-être important de comprendre. C'est pas le fait d'être adopté en soi qui pose le souci, mais c'est plutôt ouais, l'abandon. Dans mon cas, oui. Après, il y a d'autres personnes qui peuvent ne pas se sentir abandonnées, mais se sentir différents parce qu'ils ont été adoptés. Et effectivement, pour ma part, c'est l'abandon qui est compliqué parce que dans ma vie de tous les jours, je le ressens encore parfois fortement, le fait d'être. Alors, après, je sais pas si parfois c'est plus rejeté qu'abandonné ou mis de côté, c'est possible, mais après, voilà, je pense que souvent, je peux interpréter aussi mal ce qu'on peut me dire ou ce qu'on peut faire. Mais ça fait partie du truc, quoi, si j'ose dire. C'est ça. C'est une parole de travers, quelqu'un qui répond pas à un message, quelqu'un qui fait. Bon, il y a des réflexions, il y a ce genre de choses et se sentir mis de côté. L'adoption, ça a jamais été un. Enfin, si, enfin, je pensais que c'était le problème et finalement, je me rends compte qu'à ce niveau-là, l'adoption. Ça va. Après, ce que je disais aussi dans mon livre, c'est qu'entre les parents et l'enfant, il faut aussi que les deux s'adoptent. Je pense que il y a eu un peu de... Mes parents m'ont adopté, mais il a fallu aussi que moi j'adopte mes parents. C'était pas forcément la chose qui était la plus facile. Et puis, il y a d'autres choses.
Enfin, je sais pas comment expliquer. D'accord. Mais Non, là, en j'ai tout vu cette cas, phrase-là, j'ai entendu cette phrase-là et ça m'a fait tilt pour ma part, mais c'est tellement différent d'une famille à hmm, l'autre hmm, qu'on ne peut pas faire trop de généralités. Il suffit qu'il y ait eu des enfants aussi biologiques avant, je l'aurais peut-être pas vécu de la même hmm, manière. d'accord. Mais en tout cas, là, pour ta part, Ouais. et ce que j'ai déjà pu en tout cas percevoir chez d'autres, c'est que ça crée en tout cas une forte sensibilité et peut-être une propension à se sentir touché finalement. Enfin, est-ce que certaines choses, certains rejets fassent écho de manière assez profonde, quoi. Je ne sais pas si je suis très clair. Si, je pense avoir compris, mais c'est un petit peu ce que je disais, et la question peut-être d'avant que l'abandon, en gros, c'est le fait des fois de se sentir abandonné Mm, encore et encore, de se dire de toute façon, j'ai été abandonné au début, donc il n'y a pas de raison que je ne le sois pas après. mm, Et c'est compliqué, surtout dans le domaine sentimental, où là, mm, j'ai une relation qui est stable, qui est saine aussi, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Parce qu'on en vient un peu à ça, c'est-à-dire que l'abandon, des fois, ça peut mener à tellement de choses pas forcément saines pour tout, pour se faire aimer et pour ne pas se faire quitter, se faire abandonner. Mais si ça fait écho, par exemple, que quand il y a, que ce soit un décès, surtout séparation, dispute, à chaque fois on se dit, bah mince, on est toujours face à un mur, on est toujours abandonné. C'est le raisonnement qu'on mm, peut avoir. J'ai pas des parents qui ont divorcé, mais ça peut être aussi le cas quand on a des parents, pardon, qui ont divorcé. mm, Il y a eu des divorces dans ma famille aussi. Bon, je l'ai pas pris personnellement, bien sûr, mais c'était de se dire, bon, bah, finalement, est-ce que les choses, elles durent? Je sais pas. C'était compliqué. Mais mm, bon, à l'heure actuelle, ma relation, pour moi, je me pose plus de questions parce mm, que, voilà, quelqu'un, encore une fois, qui est sain de corps et d'esprit, si j'ose dire. Et il n'y a pas de choses particulières, quoi. mm. C'est une relation comme tout le monde. Mais... En fait, ce que je voulais dire, c'est que est-ce que du coup, on n'est pas en permanence à fleur de peau, même si on le montre ou pas, finalement, il y a toujours je sais pas, une sensibilité qui est prompte à capter tout ce qu'on peut éventuellement t'envoyer de positif et négatif, et que ça a éventuellement une répercussion plus forte que ça ne devrait avoir. Je ne sais pas s'il y a une normalité, mais en Ah, soi. d'accord. Oui, excuse-moi. Non, non, mais c'est Euh, moi qui n'ai pas dans... été très clair aussi, hein. Dans mon cas, ouais, j'ai de l'hypersensibilité. Après, est-ce que c'est dû à l'adoption? J'en sais rien. J'ai vu des émissions là-dessus, sur l'hypersensibilité, avec des témoignages similaires aux miens, et pour autant, il n'y avait pas eu d'adoption. Donc, je pense pas que ce soit propre à ça. Ok. Dans mon cas, oui, il y a ça. Je ressens les émotions beaucoup plus fort. Et dans le bon sens, c'est bien, et dans le mauvais sens aussi. Et parfois, un rien peut me faire travailler, D'accord. enfin, me faire cogiter un bon moment quand même. Avant, c'était pire, même quand j'étais ado, mais ça reste le cas. Mais je pense pas que ce soit propre à l'adoption. D'accord. Très bien. Alors, est-ce normal, à votre avis, de ne jamais parler de son adoption? Je voudrais bien l'avis de Flavien aussi, mais je vais d'abord enfin, te laisser la parole. Est-ce normal de ne pas parler de son adoption? Oui. Euh, Bah, je dirais oui, c'est comme tout sujet. Il se trouve que là, il y a la couleur de peau qui fait que s'apprête à poser des questions, mais je sais pas, quelqu'un qui a un enfant, est-ce qu'il va forcément en parler? Quelqu'un qui est handicapé. Enfin, je prends peut-être pas les bons exemples, mais je pense que c'est un parcours de vie, on n'a pas forcément envie d'en parler. Ouais, c'est possible que quelqu'un ait pas envie d'en parler ou de le mettre en avant, on va dire. Mm, Si mm, quelqu'un le dit très bien, moi j'avais connu quelqu'un quand j'étais à l'école, au lycée, a priori, qui le vit très bien, et j'ai pas eu l'impression que ce soit un sujet plus que ça dans sa vie. Après, je peux me tromper. mm, Alors que moi, ça m'a travaillé plus. Donc, non. Je pense que c'est normal de pas vouloir en parler et de pas en parler. mm. D'accord. Alors moi, Agnès, moi je vous répondrais que on en parle. Enfin, il n'est pas forcément facile d'en parler avec tout le monde. Je pense avec ses parents, par exemple, si c'est de ça dont vous parlez, il peut y avoir Ah oui. une certaine pudeur.
Et je pense que le plus important, c'est de montrer que vous êtes apte à écouter si il a le besoin d'en parler. Et vous pouvez éventuellement le sonder de temps en temps. Alors, pas de manière très forte, mais je ne sais pas, peut-être tous les 2, 3 ans, vous pouvez lui proposer sans forcément amener le sujet d'une manière grave, mais peut-être que vous pouvez, je ne sais pas, si vous regardez un film ensemble, notamment, je prends l'exemple d'Alice qui, dans son livre, a vu un film avec ses parents qui a pu la marquer. Par exemple, si vous voyez quelque chose ensemble, une exposition ensemble, un tableau, un film, etc., qui peut être de près ou de loin en lien avec ça, je pense que ça peut être l'occasion d'en parler. Mais je crois que il peut y avoir une certaine pudeur. C'est pas facile de parler de tout avec ses parents. Mais je pense que le plus important, c'est de savoir que si jamais il vous en parlait, ça ne vous poserait pas de problème. Voilà, je pense que c'est ça qui est important de savoir. En tout cas, c'est mon avis. Ah ouais, du coup, ouais, moi je voyais le plus la question dans le sens général, mais d'enfants à parents, c'est compliqué. Moi, les amis, les inconnus, les proches, j'en parle à n'importe qui, enfin à tout le monde. J'ai jamais eu de réflexion. Il y en a eu un une fois qui m'a fait une réflexion déplacée. C'était, bah, en gros, t'es né dans un avion, je sais plus quoi. Enfin bon, je l'ai Mm, remis à sa place, mais c'est la seule personne. J'ai jamais eu de choses particulières. mm, Mais avec les parents, non, c'est compliqué. Moi, je comprends ce qu'elle parle. Euh, Après, Agnès, encore une fois, on se parle tous les jours. Je sais que c'est quelqu'un de très bienveillant qui est à l'écoute de son fils et que je me fais pas de soucis à terme. Mais moi, j'ai eu un problème d'écoute avec mes parents, je parle. Et c'est vrai que de me voir dire, ben écoute, si t'es pas contente, tu refais tes valises, tu vas à Bombay, ou alors bah, t'as qu'à voir ta mère, alors qu'on sait que c'est pas possible. Bah forcément, ça jette un froid et c'est pas évident d'en parler. Moi, j'ai voulu en parler plusieurs fois, mais dans le côté peut-être négatif et ça n'a pas forcément été bien reçu, bien entendu. Après, je suis pas parent, enfin si, je suis parent, mais pas d'enfant adopté, donc peut-être que oui, ça peut blesser pour une mère de s'entendre dire ça. Maintenant, peut-être, ouais, faut être prêt à entendre les questions, mais ça, c'est mon histoire perso. mm, Peut-être s'il y a plus de bienveillance là-dessus, en tout cas, de ne pas avoir été rembarré quand je posais des questions pour dire bah tiens, j'ai vu tel témoignage, tel livre, j'aurais peut-être été plus ouverte à discussion par rapport à ça. Donc le mm, côté factuel, j'ai eu mes réponses, mais le reste, c'était plus compliqué. mm. Et ça m'a peut-être fermé aussi, mais bon. D'accord. En tout cas, Agnès, moi, si je devais finir là-dessus, je vous dirais simplement qu'il ne faut pas que vous ayez peur que votre enfant ne vous aime plus, même s'il vous pose un tas de questions, parce que ce qui peut faire éventuellement qu'il n'ose pas vous en parler, c'est le fait d'avoir peur euh, de vous blesser. Voilà, je pense que vous pouvez expliquer très clairement les choses, c'est-à-dire que si tu as besoin de m'en parler, sache que je serai toujours là. C'est normal que tu aies besoin d'en parler, etc., etc. Je t'accompagnerai, je t'aiderai. Et puis voilà. Je pense qu'à partir du moment où vous passez les messages essentiels et que vous, éventuellement, vous essayez peut-être de faire ce que je vous ai dit, pour moi, déjà, vous envoyez des signaux un peu plus positifs. Mais en tout cas, n'ayez pas peur, je pense, de vous sentir, enfin, d'avoir peur que l'enfant il vous considère plus comme sa maman, etc., ou qu'il trouve une maman ailleurs. Je pense que et on reviendra éventuellement là-dessus plus tard, c'est que c'est l'éducation et c'est les moments passés ensemble qui font la réelle filiation. Voilà, ça il faut vraiment que vous en ayez conscience et que vous n'ayez pas peur. Voilà, moi c'est ce que je vous, ou en tout cas si vous avez peur, essayez de peut-être de dépasser cette peur-là. Alors, donc tu as déjà commencé à en parler et tu l'as évoqué dans ton livre. Donc le sentiment d'insécurité, ça a joué Je sur cherche le livre. sur tes amitiés, sur tes rapports amoureux et aussi dans ton travail. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a pas mal touché et c'est quelque chose dont on s'y attend pas forcément. Est-ce que tu pourrais expliquer en quoi dans ton travail, ce sentiment d'insécurité, euh, ça t'a, entre guillemets, touché et comment ça s'est matérialisé? Alors dans mon travail, en fait, j'ai recherché un peu
des figures, on va dire, paternelles, maternelles, ailleurs que dans ma famille. Je pense que j'en avais besoin parce que, Mm. enfin, pour X raisons, je sais pas après. C'est ce que je disais pour les amis, des fois de retrouver un confort, un cocon, être sûr que je suis aimée. Je dis pas, enfin, apprécier en tout cas qu'on me mette pas de côté. Donc, quand c'est au travail, il y a eu des responsables. Il y en a une particulièrement où je la... c'était ma responsable, mais je pense que j'ai fait un mauvais transfert en la voyant comme une mère ou quelqu'un qui devait prendre soin de moi, alors que pas du tout. Mais il y a eu ce genre de choses et il suffit qu'elle fasse quelque chose, me fasse une réflexion qui est tout à fait légitime pour que je le prenne mal et que enfin, j'ai tout confondu quoi à cette période-là et c'est vrai que ouais, c'est compliqué. Au-delà que je ne sais pas exactement ce que je veux faire, c'est surtout le fait que je prends un peu les collègues et les patrons, les patronnes et tout ça comme c'est même pas des amis parce que je veux pas être amie avec tout le monde, mais c'est être sûr d'être aimé, être sûr d'être dans un environnement qui est sécuritaire. Alors qu'au travail, bah, c'est pas forcément le cas, quoi. Ouais, ouais. Non, non, mais je comprends tout à fait ce Pas que tu facile le dis. monde du travail. C'est plus ça. Dans le relationnel, plus que dans le fait de travailler. Mm. Non, mais oui. Non, mais en fait, je trouvais ça particulièrement intéressant parce que on est finalement dans une société où il y a de moins en moins de contrats, on va dire, enfin, de CDI. En tout cas, dans certains métiers, il y a de moins en moins de CDI. C'est de plus en plus précaire. On est finalement de moins en moins dans une relation, on va dire, amicale. Enfin, en tout cas, euh, on s'entend pour du travail et une fois que le travail, c'est fini. Et c'est parfois beaucoup plus difficile, justement, de tisser un lien. Donc c'est pour ça que je trouvais ça compliqué dans une société finalement où c'est de plus en plus ubérisé, où on doit mettre où on doit en même temps on doit bien s'entendre, mais on ne doit pas aller trop loin. Il faut mettre les sentiments de côté. Je trouve que c'est pas facile. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais éventuellement avoir. Ouais, bah, ouais, il y a eu des choses, il y a eu plusieurs fois où j'ai été plus loin que le travail, amicalement ou autre, et du coup, ça a faussé un petit peu les choses. Et puis après, pour parler purement contrat, maintenant, un CDI, je me sentirais un peu enfermée. Alors, je Mm, ne peut-être pas que je dise ça, mais je le dis quand même parce que c'est vrai. Mais un CDI, je me sentirais peut-être un petit peu enfermée par rapport à la forme du contrat. Après, je ne sais mm, pas si ça rentre dans le cadre de l'adoption-abandon, mais peut-être parce que ça voudrait dire bah, travailler toujours avec les mêmes personnes. Est-ce que je dois créer un lien? Est-ce que je dois pas? Comment je dois me faire respecter? Si j'arrive à me faire respecter, est-ce que les gens ils vont pas me voir comme la méchante ou que je suis chiante? Et ça, c'est compliqué parce que mm, j'ai eu un travail comme ça où il y en a une qui était un peu hargneuse, on va dire, avec les nouveaux. Et je savais pas comment me défendre, je savais pas et du coup bah, je l'ai mal vécu et j'ai fini par partir, pas pour cette raison-là, mais j'avais la boule au ventre pour aller travailler, j'étais pas bien quoi, j'arrive pas à mm, faire la part des choses et j'arrive pas à me dire bon là c'est du travail, c'est pas du perso, c'est pas du privé. mm, Donc, et quand ça se passe bien, je vais avoir tendance des fois à vouloir, enfin vouloir plus, je m'entends, mais à copiner quoi. Voilà. mm. Et est-ce que le besoin finalement d'être aimé, d'être valorisé par son supérieur, par exemple, est-ce que ça t'a déjà porté préjudice dans le sens où finalement on s'attend souvent dans une entreprise à ce que tu aies confiance en toi, à ce que tu ne demandes pas forcément est-ce que c'est bien, et on t'encourage pas forcément. Est-ce que ça t'a déjà, est-ce que tu as déjà senti que ça te portait un peu préjudice de devoir être je sais pas si c'est pris par la main, mais en tout cas, rassuré. Rassuré. Si, mais clairement, il y a un parallèle entre employeurs et parents, hein. Moi, j'avais Mm, l'impression de voir mes employeurs comme des parents. mm, Quand on me valorisait, j'étais trop contente, mais comme tout le monde. Mais c'est-à-dire que j'avais l'impression de rechercher en eux ou en elles, en fonction, de vouloir satisfaire au niveau de mon travail. Je voulais qu'on me dise, bah, Alice, c'est bien, Alice, là, t'as bien fait des choses. Un peu comme une gamine, hein, je le reconnais. C'est vrai que je recherche un petit peu ça parce que j'ai pas eu ailleurs non plus. Euh, et que ça m'a manqué. J'aurais peut-être eu ça dans l'entourage familial, j'aurais peut-être moins vécu comme ça. Mais c'est vrai que ouais, j'ai besoin de ça. Ouais, j'en ai besoin. Au même titre que qu'un salaire, j'allais dire. Mais
c'est un peu ça. Et ça m'a apporté parfois préjudice, non, mais disons que ça a pu me baisser ma confiance en moi parce que je me dis, bah mince, là, j'ai pas fait bien, là, j'aurais dû, alors que j'ai pas eu d'employeur, peut-être un ou deux, mais qui a été cassant, quoi. Hmm. C'était une idée, mais il y a eu des remarques tout à fait légitimes et normales que moi, je prends puissance 1000, quoi. Et D'accord. j'ai un employeur avec qui j'ai toujours contact, un ancien employeur avec qui j'ai toujours contact aujourd'hui, Laurent, là. Et que lui, il le sait, plus ou moins mon meilleur employeur parce que j'avais un côté enfin pas si, un peu familial, Un peu ouais, paternel. voilà, sympa, mais par contre, voilà, il fallait que ça bosse quand même et c'était droit et c'était carré et ça, j'aimais bien. Parce que le côté, le haut monde du travail, j'ai trouvé que voilà, souvent c'était un peu des, une vitrine, un peu une devanture, et derrière, on sait jamais trop, et j'ai toujours peur d'être mal vue, de savoir qu'est-ce qu'on va penser de moi, alors que je pense qu'il y en a plein qui s'en fichent, en fait, de savoir qu'est-ce qu'on pense d'eux au travail. Hmm. Non, non, mais je comprends tout Mm. à fait ce que tu es en train d'expliquer. Salut Gaëtan, alors finalement, on a lancé le live parce que ça a marché 10 minutes, 10 minutes après, donc plutôt que de mettre à 21h, voilà, on a décidé de le mettre en place. Donc tu pourras bien évidemment regarder le début dans la rediff. Voilà, toutes mes excuses. Alors Alice, ça sera ma dernière question par rapport au travail. Mais ça m'intrigue. Est-ce que tu as déjà été travailleuse indépendante ou pas? Alors, j'ai voulu me lancer hein, en tant que coach de vie, j'en parle dans D'accord. le livre, et les gens peuvent se demander pourquoi je ne le fais pas actuellement. Simplement, j'ai dû me faire opérer et après, j'ai eu première et deuxième grossesse. Donc, je mets ce projet-là entre parenthèses pour passer ma vie privée avant. Mais oui, à terme du terme, j'aimerais bien faire ça parce que au moins, je serai mon propre patron, je pourrais diriger ce que je veux faire. Là, le fait d'avoir fait mon livre, c'était de la côté. Mais voilà, j'ai payé quelqu'un. Enfin, j'ai payé quelqu'un. J'ai fait fonctionner une entreprise, on va dire, pour l'édition, la relecture, la traduction et tout ça. Et c'est vrai que j'aime bien mener un peu ces projets-là. Et tout comme quand je serai indépendante plus tard, ça m'ira mieux en termes d'autonomie et d'indépendance. D'accord. Après, et puis ouais, donc ça a projet à terme. Après, plus jeune dans mes études, ça m'est déjà arrivé d'être chef de groupe, comme on appelle. Et c'est pas une place que j'aimais plus que ça. J'aimais pas ça parce que j'avais l'impression de passer parfois. Ça, c'est pas. Il n'y a pas eu d'histoire hein, par rapport à ça, mais c'est vrai que j'étais pas à l'aise. J'avais l'impression de passer pour celle qui dirige un peu tout le monde et j'aimais pas ça. Pour un projet qui me tient à cœur, c'est différent. Et là, je le ferai pour le coaching. D'accord. Mais c'est le seul cas de figure. Donc après, D'accord. Ok. Donc, je ne peux pas te poser cette question. C'est dommage parce que parfois, quand tu es travailleur indépendant, et ben, en fait, on t'abandonne tout le temps. Et en fait, tu dois te préparer à être abandonné tout le temps. Parce qu'on peut te prendre, on peut du jour au lendemain te dire on veut plus de toi, etc., etc. Donc, j'aurais bien aimé éventuellement que tu me dises comment est-ce que tu vis le truc. Mais bon, c'est je pas peux grave. quand même te répondre parce que pour mon livre, c'est un peu mon bébé, si j'ose dire. Hmm. Le fait d'être passé à la télé trois fois, je crois, trois fois, d'avoir fait des publications et compagnie, ça, c'est un truc, enfin, je sais pas comment expliquer. Je pense que je le vivrais bien parce que quand je me suis quand même lancée en étant coach, ça n'a pas duré longtemps pour les raisons que j'ai évoquées, mais j'ai démarché, j'ai commencé à démarcher, j'ai vu que je m'y suis mal prise. Mais dès lors que on veut être indépendant et qu'on a un objectif et qu'on travaille pour soi, parce que c'est vraiment, pour moi, et je le fais, c'est pas indépendant. Je vais peut-être dire une bêtise, mais je sais pas, par exemple, mandataire pour mandataire immobilier ou je ne sais quoi, ou tout ce qui est marketing de réseau, ça m'intéresserait pas parce que c'est travailler. Oui, tu es indépendant, mais c'est pas pour toi. Enfin, je sais pas comment. Hmm. Marketing de réseau, par exemple, Mais tu en vends fait, un produit c'est pas ton bébé, quoi. Que là, par exemple, mon livre, c'est un peu mon bébé. Donc, je me dis, si je tente un truc, tant mieux, tant pis, ça passe ou pas. Mais moi, je continue à faire mes objectifs et je le fais avec le cœur, quoi. C'est où je le fais d'accord. avec le cœur, je le fais pas, quoi. En fait, c'était pas trop le sens de ma question, mais Ouais. disons que lorsque, par exemple, tu es indépendant, Mm. typiquement, tu dois démarcher beaucoup de monde.
tu Ah, dois c'est ça, ouais. essayer d'aller trouver les gens. Donc, du coup, tu es exposé au rejet. Et quand tu as déjà une blessure, enfin, quand tu as déjà des difficultés face au rejet, moi, c'est justement ça qui aurait été intéressant, c'est de savoir comment, lorsque tu es dans un métier où tu dois faire du rejet une formalité, comment est-ce que tu arrives à encaisser le truc et comment, lorsque justement tu fais un métier où tu es indépendant, où tu n'as pas forcément de contrat et que tu peux perdre ta place. C'est pour ça que je disais être abandonné à n'importe quel moment. Comment justement, quand tu as cette blessure-là, tu vis les choses. Voilà, c'était ma Bah, question. après, j'ai eu des rejets de collaboration pour le coaching, mais je Hmm. l'ai pas. D'accord. Si, Ok. ça m'a fait bizarre, mais j'ai essayé de passer vite à autre chose. D'accord. Ok. Mais bon, pour l'instant, voilà, je peux pas trop en parler, quoi. D'accord. Ça marche. Alors, pour revenir là où tout a commencé, comment s'est Mhm. déroulée ton adoption et ton arrivée en France et ta toute petite enfance? Comment ça s'est passé? De mon côté, j'ai été abandonnée, j'ai été placée en orphelinat pendant 1 an à peu près, et du côté de mes parents, ils ont fait des démarches pendant X années, je sais plus exactement, pour adopter en Inde. Il n'y avait pas que ce pays-là, mais bon, il se trouve que c'était en Inde. Et l'adoption, donc ils avaient le choix de venir me chercher directement à Bombay à l'orphelinat ou que je vienne directement en France. Ils ont fait le choix de venir me chercher. Et le jour où ils sont venus, on a fixé ma date d'anniversaire symboliquement au 4 décembre. Ils sont restés une semaine et on est rentré en France le 12 décembre. Voilà, pour les faits. Et après, dans l'enfance, ben, ça s'est bien. La petite enfance s'est bien passée. J'ai eu, je crois qu'il y a une partie de ma famille qui était venue à l'aéroport m'accueillir. Et dans la commune où on était, c'était petit, hein, c'est petit comme commune. J'ai été bien accueillie par tout le monde. C'était un peu l'événement à l'époque. Donc, non, la petite enfance, ça s'est bien passé. D'accord. Ok. Et quelle place, alors, si je mets en dehors éventuellement certaines dissensions, mais dans le fond, quelle place occupent tes parents adoptifs dans ta vie et dans ton cœur? C'est pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure à Agnès. Quelle place à l'heure actuelle, encore une fois, c'est différent. Avant, je dirais, je sais pas comment. J'ai l'impression que c'était plus un socle, mais au niveau affection, il est clair que voilà, j'ai pu manquer, et ce qui fait que moi, c'était compliqué avec ma mère, voilà, pour être un peu plus clair, mais ça, elle le sait. Et puis, du coup, ça n'a pas fait qu'elle a pris une place importante plus que ça dans ma vie d'adolescente, de jeune adulte. Après, ça s'est amélioré pour que ça se dégrade aujourd'hui. Mais quand ça se passait bien, disons que mes parents adoptifs, enfin mes parents, c'était plus un repère. Voilà, je dirais que c'est ça. C'est plus un repère, pas une référence, mais un repère. De me dire, bon, bah, ils sont là. Et il y a eu des fois, oui, j'ai pu compter sur eux pour ci, pour ça. Euh, ouais, je dirais plus un repère. Mais tu les considères comme tes parents. Oui, par contre, oui, je fais pas la différence entre j'y parents adoptif pour dire, pour D'accord, le sujet du live, mais sinon, mes parents, c'est mes parents. Là, pour le coup, je suis assez claire là-dessus. d'accord, Il n'y a pas de parents adoptifs ou biologiques. Mes parents, c'est mes parents. Il n'y en a pas d'autres pour moi. Ça, c'est vrai. d'accord. Ok, non, mais c'était juste pour les personnes qui justement connaissent pas ou qui appréhendent. C'est juste simplement pour que ce soit clair pour eux. Non, non, ça reste mes parents. Et après, la bascule, c'est fait pour Mm. voilà, pour X choses, mais c'est surtout aussi par rapport au fait que quand on construit, je sais pas si tu avais des questions après pour ça, mais quand on construit sa propre famille, de devenir maman à Mm. mon On va en tour, parler après, oui. on parle après. Ok, bah, c'était la nuance, mais ouais, ouais. Ok. Et alors, il y a une phrase qui m'a marqué dans ton livre Mhm. et qui m'a fait réfléchir, parce que c'était à moitié dit. Lorsqu'on est adopté, on nous fait comprendre inconsciemment qu'on est redevable envers nos parents pour ce qu'ils ont fait pour nous. Or, c'est faux. Est-ce que tu peux développer? Alors, c'est le fait que mes parents m'ont dit,
on a tout fait pour toi, D'accord. en gros, tu nous dois tout. Donc ça, je pense que c'est pas à dire à un enfant, même si s'il est biologique. C'était ce côté-là qui D'accord, je peut comprends. être amplifié par le fait que c'est très très long pour adopter un enfant en général. Euh, En tout cas en Inde. Après, je connais pas les autres pays, mais c'est ce qui en ressort. Donc c'était plus ce côté-là que D'accord. je voulais. D'accord. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose que que tu as pu ressentir comme un poids, enfin, de se dire, ils ont fait tout ça pour moi, il faut du coup que je sois à la hauteur. Est-ce que ça t'a mis une pression Bah, démesurée? disons que la pression n'est pas forcément venue de moi, mais du coup, pendant des années, c'était de me dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour qu'il soit fier de moi, pour qu'il soit content, ces choses-là. Après, il me l'aurait pas fait ressentir, il me l'aurait pas forcément dit en me disant, bah voilà, on t'a adopté, maintenant tu as, le parcours que tu veux avoir, tu feras bien ce que tu veux. J'aurais pas eu cette pression-là. Après, oui, ça a forcément joué. Mais plus parce que j'ai eu la pression. Sinon, au jour d'aujourd'hui, je me suis enlevé cette pression et ça va beaucoup mieux, quoi. Je me dis pas, il faut que je réussisse parce qu'il faut que mes parents, il faut que je remplisse telle et telle case, quoi, tel et tel critère. Maintenant, c'est mes critères à moi que je remplis. Donc voilà, c'est peut-être un peu différent mon discours. Je veux pas que tout le monde pense que tous les enfants sont comme ça, tous les parents sont comme ça. Et il se Bien trouve sûr. que ça a été ce cas-là. Mais de manière générale, je pense pas que je l'aurais forcément ressenti comme ça. Il y a le fait que, oui, il y a eu eux de leur côté les démarches qui ont été compliquées, qui ont été longues. Et le fait que c'était un peu, ben, si on t'avait pas adopté, tu serais resté dans ton pays. T'aurais été pauvre, t'aurais été je ne sais comment d'ailleurs. Donc, mais ça, on le sait pas. Hmm. Il y a des différences hein, quand même. Mais voilà, c'est D'accord. facile de jouer sur ce tableau-là, quoi, on va dire. D'accord. Alors, c'est juste pour une précision. Est-ce que ça, c'est ton interprétation ou est-ce que c'est des mots qui ont été dits? Non, c'est des mots qui ont été dits. D'accord. Ok. Très bien. Et est-ce que quand, quand tu étais petite, est-ce que tu as déjà craint ou peur que tes parents, je sais pas, ils t'abandonnent ou qu'ils, enfin, pas qu'ils regrettent, mais ouais, qu'ils abandonnent ou qu'ils t'abandonnent parce que tu t'imaginais pas forcément à la hauteur de, euh, de ce qu'ils attendaient. Mon père, non, jamais. Ma mère, oui. Alors, pas qu'elle m'a. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est un peu jouer sur la culpabilité de dire la D'accord. phrase qu'on a dit tout à l'heure et de dire bah, si là ça te convient pas, en gros, va ailleurs, quoi. Hmm. Donc, je savais que dans le fond, non, alors je sais qu'ils ont tenu, il y a eu des épreuves, il y a eu des choses qui ont été compliquées, ils ont tenu là où peut-être moi je n'aurais pas tenu Hmm. avec un enfant, mais la peur qu'il m'abandonne à nouveau, sincèrement, non. D'accord. C'est plus la peur que, je sais pas comment expliquer, ouais, c'est une forme de pression ou de- J'avais l'impression, après ça c'est mon interprétation, que Hmm. bah, sans eux, je suis rien, quoi, et que c'était un peu le message qu'il voulait que plutôt ma mère, je sais pas, voulait me faire passer, que ben voilà, elle est là, et que sans elle, je suis pas, je sais pas que je suis rien parce que c'est pas vrai, mais que voilà, j'aurais toujours besoin d'elle. Donc il y a peut-être ce côté, il y a ce côté-là. Hmm. Mais après, tu m'abandonnes, non, D'accord. non, je crois pas. J'ai pas. Il y a des choses compliquées, mais non, après, c'est pareil un peu. Une fois, elle avait dit quelque chose qui est vrai. C'était même au sein de leur couple où je rentrerai. Enfin, ils sont mariés, il n'y a pas voilà, de choses particulières, mais c'était comme aussi leur couple et leur mariage et tout ça, ça tient et ça a toujours tenu. Et bah, ça m'a donné aussi cette bonne référence de me dire que bon, bah voilà, ça peut tenir aussi dans la vie. Et donc, il y avait cette stabilité-là qui fait que non, pour moi, il ne m'abandonnerait pas. D'accord. Est-ce que tu as déjà redouté que tes parents se séparent? Est-ce que c'était une peur que tu avais ou non? Pas nécessairement. Oui, mais c'est pas drôle, mais ma mère avait fait une réflexion, mais c'était sur le ton de l'humour. D'accord. À mon tour, elle le sait, et en fait, j'ai entendu, mais c'est vraiment de l'humour, hein, et moi, je l'avais pas pris comme ça quand j'étais petite.
Et après, je lui dis, mais vous allez vous séparer parce que tu as dit ça. Elle m'a dit, non, 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 c'était pour rire. Donc, il n'y avait pas du tout de tension. Et moi, je l'ai pris comme ça. J'avais peut-être 7 8 ans, hein. Hmm. Et ça m'avait brisé. Je me suis dit, mais si mes parents ils se séparent. Et en fait, bon, bah, c'était une boutade. Et plus tard, je l'ai redou... Non, j'ai pas. Disons que si ça avait été le cas, je l'aurais pas mal vécu plus tard dans ma vie. Plus que par contre, ouais, autour de 7 8 10 ans, je l'aurais très très mal vécu. Ça, et puis d'autres choses. Mais par rapport à Hmm. mes parents, j'avais peur. D'accord. Alors, tu as quand même dit à leur égard, même si je n'ai pas su le montrer ou l'exprimer, j'admire mes parents d'avoir tenu bon dans les moments les plus difficiles. Oui, ça, c'est malgré voilà, tout ce qui peut se passer. Ça, c'est un truc que je leur ai dit. euh, que j'aurais pas tenu. J'ai fait un peu de bêtises aussi. euh, Plus dans le comportement, à me tester, à tester les relations un peu plus ou moins toxiques, à tester pas mal de choses. Et du coup, euh, ouais, moi, j'aurais pas forcément tenu si j'avais eu une fille ou si j'avais eu. Bon, c'est pas forcément le fait d'avoir une fille, mais non, je pense qu'effectivement, de ce point de vue-là, je les admire pour ça. Et, pardon, dans leur parcours d'adoption, parce que ça, c'est un truc, mais t'es dit, si on m'annonce que il faut adopter et qu'on n'a pas le choix, je sais pas si j'aurais tenu. Mais ça vaut pour tous les parents, hein, pour le coup, D'accord. adoptif, Hmm. chapeau bas pour ça. D'accord. Et justement, pour les parents, peut-être pour les futurs parents adoptifs, parce que j'ai reçu un message tout à l'heure d'une jeune femme qui souhaite adopter plus tard. Euh, Mm. Qu'est-ce que ça veut dire tenir bon, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire, selon toi, tenir bon? Tenir bon. Quand un parent tient bon, là, dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Quand un parent tient bon, pour moi, ça veut dire qu'il lâche pas et qu'il abandonne pas l'enfant malgré les tempêtes et qu'il lui dit euh, ouais, t'as le droit d'être en colère, t'as le droit de penser ça. J'ai le droit d'être en colère et de penser ça en tant que parent aussi, hein. C'est tout à fait possible de péter un câble. Mais, enfin, mais à terme, de tenir bon, c'est-à-dire de garder le lien, de garder le contact et même s'il y a des périodes de bas et des soufflements, ce qui est normal, de rester là près de l'enfant en sachant que l'enfant peut compter sur son ou ses parents. Hmm. C'est plus dans ce sens-là un petit peu ce que tu disais en réponse, en disant est-ce que j'ai eu l'impression d'être abandonnée par mes parents. Enfin, est-ce que j'ai eu peur? Non, parce que j'ai vu qu'ils ont tenu bon pour plein de choses. Ils n'ont pas lâché, ils ont essayé de voir, peu importe comment ça a été fait, mais oui, pendant une longue période, c'était ça, quoi. Moi, je le voyais pas comme de l'aide ou comme de m'aider ou m'aider, mais en fait, avec le recul, si, c'était pour m'aider. D'accord. Donc, il faut pas lâcher et pas rompre le contact, ouais, même si c'est compliqué d'essayer toujours de voir s'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas moyen, quoi. D'accord. En fait, c'est sentir que l'amour est indéfectible, peu importe ce qui se passera. Inconditionnel surtout, Comment? mais inconditionnel et Inconnu. indéfectible. Ok, ok, ça marche. Alors, vous êtes tous les deux nés sous X, comme moi, il pose la question. Moi, est-ce que je suis née sous X? Ouais, Sous X, je ne sais pas si c'est le terme. En Inde, il y a 30 ans, je ne sais pas si ça existait ce terme-là, mais j'ai été retrouvée dans la rue et c'est les autorités indiennes qui m'ont récupérée et qui m'ont placée. Mais j'ai pas été, pas ma mère ou mon père, j'ai pas été déposée dans un orphelinat. En fait, j'étais abandonnée dans la rue. d'accord. Ok. Bah, pour ma part, je sais pas. Voilà. Donc, Ouais. je peux pas trop, je peux pas trop répondre. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire euh, pourquoi moi et pas un autre, une autre? Quelle aurait été ma vie si j'étais resté en Inde? Pourquoi c'est moi qui ai été choisi pour finalement traverser le Mm. monde et arriver en France et avoir une vie Bah, bizarrement, je me la suis posée dans le sens positif. hmm, Parce qu'autant dans les périodes de bas, je me dis, ah, j'ai été abandonnée de toute façon, hmm, ça sera toujours comme ça. Mais par contre, je trouve que l'adoption, c'est un peu une loterie par rapport à ça. hmm.
Et je l'ai toujours vu du côté chance en me disant, moi j'ai eu cette chance-là, il faut que j'en fasse quelque chose. Et dans les périodes de bas, c'est ça qui m'a tenue aussi en me disant, bah, je suis là, j'ai cette chance-là, donc il faut que j'aille au bout. Donc oui, je me suis posé cette question-là et puis de savoir où est-ce que j'étais devenue, si j'étais restée en Inde, je me suis posé cette question-là quand j'avais 14 15 ans, parce que j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que si j'étais restée en Inde, je serais probablement handicapée à ce jour. Donc, par rapport à ça, ouais. Mais toujours dans le bon sens, par contre, cette question-là. D'accord. Alors, il y a une question que je me suis posée par rapport à une de tes premières réponses. Pourquoi tu as utilisé le terme abandonné et pas confié, par exemple? Pas ça, ouais. Euh, C'est une question bah, comme ça, hein. Mais ouais, je réfléchis en même temps. Bah, disons qu'on me l'a toujours reporté comme ça, donc il y a peut-être d'accord, ça qui joue. Et le fait que, en fait, j'ai pas. C'est les autorités indiennes qui ont fait leur boulot, en fait, qui ont recueilli les enfants, mais c'est pas d'accord, un de mes parents ou quelqu'un de ma famille, en tout cas de ce que je sais, d'accord, qui m'a déposé. C'est là où d'accord, je comprends. il y a la nuance que d'extérieur, quand on n'a pas vécu, je pense que ça peut paraître peut-être anecdotique, pardon, mais en fait, ça l'est pas tant que ça. Donc pour moi, c'est un abandon. Mais bon, Je comprends. après, c'est Non, pas non, grave. non, non, mais je comprends pourquoi tu utilises le terme. Ça Non, je ça a comprends. peut-être pas été un abandon voulu maintenant avec le recul quand j'y pense, mais ça a toujours été comme ça que Mm. je l'ai dit et que je l'ai vécu. D'accord. Alors, une question, ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'imaginer tes parents biologiques, d'imaginer leur visage et te demander, peut-être, je sais pas, il est 18 heures et peut-être qu'à ce moment-là, ils sont peut-être à un endroit dans le monde en train de penser pas à toi au même moment où toi tu penses à eux. Est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit? Est-ce que tu as déjà peut-être rêvé, pensé, recevoir un coup de fil, un mail au moment où tu t'es baladé en Inde? Est-ce que tu t'es déjà, est-ce que, je sais pas, t'as effleuré l'esprit que peut-être quelqu'un allait te reconnaître? Non, parce que en Inde, dans 30 ans, vu la pauvreté, vu tout ça, c'est la guerre du Golfe il y a 30 ans. Vu les circonstances, imaginer un mail, un coup de fil ou quoi que ce soit, non. Par contre, D'accord, c'est imaginer au moins leurs photos physiquement, savoir encore une fois la fameuse question à qui je ressemble. Euh, et puis, savoir dans quelles circonstances j'ai été abandonnée. Voilà, c'était les deux questions. À qui je ressemble et pourquoi j'ai été abandonnée, pourquoi il s'est passé ça. Le test ADN que j'ai fait récemment, c'est deux cousins, enfin une cousine et un cousin très très éloignés dans l'arbre généalogique, mais tous les deux m'ont répondu que ils n'ont pas connu d'autres adoptions ou d'abandon dans leur famille et qu'eux sont indiens. Enfin leurs parents sont indiens. Enfin, je sais plus, il d'accord, n'y a pas d'adoption quoi. Donc je me dis peut-être qu'au final, peut-être que mes parents ouais, pourraient être en vie, c'est possible, mais après, j'avouerai que je me pose plus trop ces questions-là et quand je dis que je suis passée à autre chose, c'est pas que je m'en fiche, mais c'est que ça me travaille plus côté négatif. Mais voilà. En gros, d'accord, c'était la ressemblance et pourquoi. Mais maintenant, d'accord. Finalement, les 6 questions il y a, c'est des questions assez pragmatiques que tu ouais. te poses et c'est pas enfin, c'est pas des fantasmes. Non. D'accord, ça marche. Alors, Kevin nous dit, l'amour des parents adoptifs est sûrement plus grand que les parents biologiques, car les parents adoptifs n'attendent pas 9 mois, mais souvent plus d'1 an. Je sais pas si on peut quantifier, hein, ni si on peut comparer, mon très cher Kevin. Je sais pas toi ce que tu en penses. Ben, je sais pas comment expliquer sans dire les choses, mais j'étais la seule adoptée. J'ai eu l'impression parfois d'être un peu un plan B, même si je ne doute pas que mes parents ont attendu toutes ces années-là. Donc, je vais pas trop parler d'eux parce que voilà, je veux pas trop en dire non Ah non, plus. Mais admettons que ça m'arrivait, je pense que je sais pas, j'en sais rien. En fait,
il y en a qui font le choix délibérément d'adopter un enfant parce que, ils ont déjà des enfants biologiques, ils veulent offrir une vie à un enfant qui n'a pas eu cette chance-là. C'est pas la même démarche de dire j'ai pas pu avoir d'enfant naturellement, donc j'adopte. Je sais pas si du coup la nuance elle est. D'accord. Si, je Ça comprends ce que dépend tu de veux dire l'enfant. Ouais, par même quand plan B. j'étais la mère. La mère encore, c'est encore autre chose, hein. Je vois mon fils, je l'ai porté, et puis le deuxième enfant, je le porte actuellement. Euh, je vais être très honnête là-dessus. Je sais pas si j'aurais été capable d'un amour comme ça pour un enfant que je n'ai pas porté. Et c'est pas du tout un jugement et quoi que ce soit. Mais ça, c'est encore une fois quelque chose que je peux admirer de parents adoptifs parce que je sais pas si sincèrement, là, on va avoir deux enfants. Si le troisième, enfin, il n'y aura pas de troisième, mais prenez l'envie d'en adopter un, je l'aimerais énormément et la question ne se poserait pas. Mais parce que j'ai eu le choix aussi d'avoir un enfant biologique. Donc je pense que c'est une histoire de couple et de mère et de... Ça dépend de la personne, en fait. Je pense que peut-être que j'ai eu peur, peut-être que c'est faux, hein, ce que je dis, mais j'ai eu l'impression parfois de passer en peut-être en plan B, de me dire, bon, bah, il n'y a pas eu forcément trop de choix à cette période-là. Donc je suis arrivée là. Il n'y a peut-être pas eu les attentes qu'ils auraient voulu. Mais pour répondre à la remarque, je pense qu'on ne peut pas y répondre, en fait. Je Hmm. pense que c'est vraiment des femmes et des couples. D'accord. Et des... Voilà. Mais je la trouve légitime, ton C'est questionnement est-ce que ah, je suis un plan B? Et ça, je la trouve légitime, cette, c'est pas une critique, cette question. hein, pour mes parents, mais c'est vrai que c'est une question que je me posais. Ok. Non, non, mais. Ok. Alors, bien évidemment, autant pour moi, Adrien, je sais pas pourquoi. En fait, j'ai un pote qui te ressemble et qui est abonné aussi à un live d'une histoire et qui s'appelle Kevin. Et donc, du coup, et vous avez quasiment la même tête. Du coup, j'ai confondu et c'est une fois que j'ai vu ton pseudo. Donc, désolé, mea culpa, vraiment, je suis désolé. Voilà. Alors, finalement, quel conseil tu donnerais à un enfant adopté là, qui nous regarde ou un enfant comme Adrien, enfin qui n'est plus un enfant mais qui est un adulte pour peut-être mieux vivre le fait de ne pas connaître ses parents biologiques ou le fait de peut-être mieux vivre sa peur de l'abandon, mieux vivre une éventuelle hypersensibilité qui pourrait en découler. Quels seraient tes conseils ou ton conseil le plus important? Mon conseil le plus important, je pense que ça serait de s'écouter soi-même parce que, et de ne pas chercher forcément à plaire aux autres. C'est très cliché ce que je dis, mais pas avoir peur de se retrouver seul face aux autres qui ne peuvent pas forcément comprendre parce qu'il n'y a pas le même parcours, parce qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Et le deuxième conseil, ça serait de se rapprocher de personnes qui ont vécu des choses similaires, bah, comme le live qu'on fait actuellement, de se documenter, mais plus de témoignages, parce que c'est vraiment du vécu et pas forcément de la théorie sur pardon, j'ai eu un bruit, sur des articles. C'est vraiment ouais, s'écouter et puis se rapprocher de personnes qui ont pu vivre ça. Moi, c'est les deux choses qui m'ont vraiment aidée. Donc, je dirais ça. D'accord. Ok. Peut-être d'avoir une phrase, pas un mantra, mais une citation, un machin qui fait que euh, qui permet d'avancer. Moi, ça a été aussi un peu mon cas. Il y a des citations. Il suffit d'une qui m'a tenue pendant allez, 4-5 ans, qui a fait que bah non, il faut pas lâcher quoi. Faut D'accord. atteindre ses objectifs aussi. Je vois. Alors, on va évoquer ton voyage du 26 octobre au 31 décembre 2012, donc où tu as décidé d'aller en Inde. Mm. Pourquoi cette décision d'avoir... on met de côté l'aspect travail, hein, parce que tu y étais également pour un stage, mais pourquoi cette décision d'y aller et pourquoi seul? Pourquoi seule, ça rejoint quand même un peu le côté scolaire parce que voilà, j'y suis D'accord. allée toute seule, mais c'est surtout que c'est l'opportunité parce qu'effectivement, tu as raison, j'aurais pu dire bah non, j'y vais pas parce que je suis seule justement. Et la décision, c'était suite au film Slumdog Millionnaire que j'ai vu avec mes parents qui m'avaient remué.
Je suis sortie de la salle de cinéma et directement j'ai eu l'envie d'y retourner suite à ce film-là parce que euh, il est dur hein, quand même ce film. Hein. C'est pas c'est pas du Bollywood entre guillemets. Comment dire? C'est pas des paillettes quoi ce Mm. film-là. Et je me suis dit j'ai besoin de voir la réalité en face et de d'affronter les choses. Et c'est de ce jour-là, j'avais 16 ans, où je m'étais dit un jour j'y retournerai. Je sais pas quand, je sais pas comment. Mais j'y retournerai. Et quand j'ai eu l'opportunité, donc j'avais 20 ans, j'ai demandé à mes parents qui, du coup, ont été cool, on va dire, d'accepter le fait que j'y retourne. Parce que, bon, hormis le côté financier, après le reste, je ne sais pas, parce qu'ils ne sont pas trop à exprimer leurs sentiments et leurs ressentis, mais en tout cas, j'ai voulu y aller seule parce que je voulais pas être surprotégée. Je voulais vraiment affronter les trucs tels quels, quoi. La réalité de la pauvreté, des contrastes, de tout ce qu'on peut retrouver en Inde. Je retournais à l'orphelinat, j'étais super bien accueillie d'ailleurs. Donc voilà pourquoi je voulais être seule. D'accord. Et ça n'a pas été. Est-ce que tu as appréhendé le fait d'en parler à tes parents adoptifs que tu voulais, ce besoin de partir? Est-ce que ça a été facile de leur en parler? Est-ce que c'est quelque chose que tu as redouté? Non. Non. Non, parce que j'en avais pas, enfin, on en avait toujours parlé en se disant un jour on y retournera tous les trois. Mais la vie fait qu'il y a ci, il y a ça, et puis bah, c'est pas toujours évident. En plus, c'est pas à côté. Bon, il y a des formalités aussi à faire. Donc, c'était dit qu'on y retournerait. Après, non, j'ai pas eu souvenir d'avoir redouté de leur dire. Et puis, ils ont été OK sur le. Enfin, ils étaient pas OK sur le principe parce qu'ils s'étaient dit que j'allais un peu tout mélanger, que ça allait être compliqué pour moi. Mais ils ont quand même accepté que j'y retourne. Ils ont respecté mon choix là-dessus. Donc, ça, là-dessus, c'est bien, c'est une chance. Et j'ai eu cette chance d'y retourner. Je sais que tout le monde n'a pas l'occasion et n'a pas cette chance-là quand on veut. Voilà. Et pour autant, c'est pas parce que quelqu'un n'y va pas que c'est un manque de courage, parce qu'on m'a dit aussi que c'était courageux, mais c'est pas forcément le cas. C'est que j'avais besoin et il y a eu l'opportunité. Mais voilà. D'accord. Ok. Alors, personnellement, j'aimerais bien adopter pour rendre l'appareil, si je puis dire. Ok, bah écoute, je te le souhaite, hein, si c'est ton envie, effectivement, je trouve ça beau. Mm. Alors, donc tu as dit dans ton livre, j'aurais franchi une étape le jour où je deviendrai maman. Qu'est-ce que ça fait de devenir parent? Qu'est-ce que ça fait de voir pour la première fois de sa vie quelqu'un qui te ressemble physiquement? Est-ce que ça fait quelque chose de particulier ou c'est anecdotique? Non, non, c'est pas anecdotique. Ça fait bizarre parce que c'est la seule personne à ce jour, du coup, qui me ressemble. Euh, un peu des deux, forcément, mais il a mon regard, en tout cas. Et il y a le fait de porter la vie, parce qu'encore une fois, il y a cette différence homme-femme qui fait que c'est différent encore de porter la vie. Mais bon, passons, une fois l'accouchement et notre bébé dans les bras, c'est... Ouais, je sais pas. Il n'y a pas trop de mots pour décrire, pour décrire ça. Disons que toutes les questions du passé s'effacent un peu parce que pour l'avenir, je sais quelles sont mes priorités, quoi. Je sais que c'est mon fils actuellement, nos enfants plus tard. Et c'est vrai que le fait qu'il me ressemble, on en parlait par rapport à mes questionnements de gamine. Maintenant, je me dis, bah, je m'en fiche de savoir qui m'a ressemblé ou pas. Je sais que lui, il me ressemble, en tout cas pour l'instant. Et puis, dans tous les cas, il me ressemblera forcément d'un côté ou de l'autre, que ce soit physiquement ou dans les attitudes ou quoi que ce soit. Donc ça fait bizarre. Moi, ça m'a apaisée. J'ai voulu devenir maman depuis longtemps pour me sentir un peu plus complète. Donc, et par contre, ce qui m'a fait bizarre, c'est que bah là, tu vois, il va avoir 1 an au mois d'août. Et quand il aura 1 an, ça sera différent. Parce que jusqu'à maintenant, comme moi, j'ai été adoptée à l'âge d'1 an, j'ai pas de photo de moi avant cet âge-là. Hmm. Donc, c'était comparer mon conjoint, sa famille, de dire, ah, il ressemble, machin. J'ai dit, bah, moi, j'en sais rien.
Donc, ça m'avait mis un peu mal à l'aise au début, mais 3 fois rien, quoi. Mais ouais, à partir d'un an. Et puis de me dire comment on peut abandonner un bébé, c'est fou, quoi. Ça m'a renvoyé un petit peu à ça, mais franchement, ça me torture pas, quoi. Tout va bien. D'accord. Et pour rejoindre ce que disait Adrien, est-ce que tu te verrais adopter un jour ou pas spécialement ou... C'est pas dans nos projets, mais si j'aurais pu adopter, mais il m'aurait fallu. Enfin, encore une fois, c'est la nature qui décide, mais en ayant déjà un enfant biologique, oui, j'aurais pu adopter éventuellement, mais a besoin d'avoir un enfant biologique. Mais encore une fois, j'ai de la chance d'avoir pu donner la vie. C'est pas le cas de tout le monde, encore une fois. Donc, après, si on nous avait annoncé, bah, vous pouvez pas avoir d'enfant, il faut adopter. Enfin, il faut. C'est possible. Il n'y a que l'adoption, admettons, de possible. Je sais pas. Je pourrais pas répondre à cette question. D'accord. Ok. Je vais être honnête, j'en sais rien. Ok, ça marche. Alors, ma dernière question, on a parlé pas mal des difficultés, euh, mais est-ce que tu vois des avantages d'avoir été adopté? Quelle force tu tires de tout ça? Et même de peut-être de la peur de l'abandon. Est-ce que tu vois des avantages malgré tout à avoir cette peur-là d'avoir grandi avec ça? Ouais, il y a des avantages, je dirais la force de caractère, le fait d'avoir une différence, bah, ça peut être bien aussi. Ça permet de faire de belles choses, tu vois, tout ce que j'ai pu faire en un an, bah, il n'y aurait pas eu lieu d'être si j'avais eu une vie peut-être plus classique. Donc, j'en retire surtout ça, ouais, une force de caractère. Et de se démarquer, qu'au final, c'est pas plus mal des fois de se démarquer. Et puis le côté, la peur de l'abandon, le côté positif, je dirais que, comment dire, ce que j'ai aujourd'hui, la vie de famille que je peux avoir, en fait, j'ai pleinement conscience de la chance que j'ai. Voilà, c'est peut-être ça. Si j'avais pas peur, pas constamment, mais de... Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas peur d'être quittée, j'ai plus peur qu'il arrive quelque chose physiquement, que ce soit à mon conjoint, même à moi maintenant, ou à mon enfant, du coup. Mais je vis plus dans la peur d'être quittée, donc ça, déjà, c'est bien. Mais ce que je retire, c'est que la fragilité de tout ça, c'est qu'au moins je me rends compte de la chance que j'ai de vivre tous ces moments-là, quoi. Ok. Voilà. Écoute, je te C'est mon remercie. côté positif. D'accord. Alors, faut-il mieux adopter avant d'avoir un enfant biologique ou l'inverse selon vous? Moi, je pense qu'il n'y a pas de règle, hein. Moi, je pense qu'il faut simplement faire comme on le sent et mettre tout le cœur qu'on peut mettre. Moi, je pense pas qu'il y ait de règles, mais il faut simplement être prêt à répondre aux questions s'il y a des questions. Et voilà, je pense qu'il faut traiter tous les enfants de la même façon. Enfin, je sais pas toi ce que tu en penses. Euh, je pense que ouais, ça dépend des gens. Dans mon cas, j'aurais dit enfant biologique avant parce que j'ai ce besoin-là, mais quelqu'un qui n'a pas ce besoin-là, ça peut être l'inverse. Ça dépend vraiment hein, de l'histoire de couple et de ce qu'on veut et de ce qu'on a besoin, en fait. Je pense que c'est plus ça qu'il faut pour la personne. Je sais pas si c'est Mm, une question lambda ou si c'est vraiment sa question mm. Mais sa vie. en tout C'est de cas, se poser la question à soi. mm, Qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on est prêt derrière à... c'est pas assumer, mais qu'est-ce qu'on est prêt derrière à... Ouais, si, c'est un peu ça, assumer, parce que avoir un enfant ouais, parce que tu dis vis-à-vis de l'enfant, s'il est adopté, bah, c'est de savoir répondre à ses questions plus tard, être en mesure de se dire il peut avoir tel ou tel comportement. mm, Ça peut bien se passer, ça peut mal se passer, mais un enfant biologique, ça sera pas les mêmes questions. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'ordre. Ça dépend de ce mm, qu'on veut et de là où on en est dans sa vie, et puis aussi en fonction des problématiques médicales, s'il y en a. mm. Ok. Mais vu le temps que ça prend d'adopter, des fois. Il y en a où ils ont lancé des démarches d'adoption et puis bah, paf, il y a eu un enfant parce que bon, il y a eu des choses médicales ou psychologiques qui se sont débloquées et du coup, peut-être.
si c'est pour être pragmatique, je dirais peut-être lancer une procédure d'adoption et puis après voir en fonction, quoi. Mais bon. Ok. Mais écoute, je te remercie. Est-ce que tu as un dernier mot éventuellement? Bah, je voulais te remercier déjà à toi parce que voilà, c'est sympa d'être venu me chercher par rapport à mon histoire. Et puis, s'il y a d'autres questions, je pense toi comme moi, on est disponible en privé ou en public sur. Alors moi, j'ai pas de Instagram que je veux rendre public, mais j'ai ma page Facebook de l'abandon à l'adoption, donc qui est au même titre que mon livre. Évidemment, c'est à l'envers. Et puis mon livre est disponible sur toutes les plateformes, Amazon, la Fnac, et puis le site de l'éditeur surtout, qui s'appelle Les Auteurs Libres. Donc voilà, loin de moi l'idée de vendre pour vendre, mais si ça peut aider pour l'adoption ou pour d'autres sujets, bah, c'est avec grand plaisir et j'en ai déjà aidé en privé, donc si je peux aider d'autres personnes, tant mieux. Voilà, moi je suis ouverte au dialogue en tout cas. D'accord, bah écoute, ça marche. Merci Agnès. Merci en tout cas à toutes et tous d'avoir regardé, que ce soit en live ou en replay. Je pense qu'il y aura plus de replay. Merci à Ouais, toi c'est et puis ça. merci aussi, c'est Priya, une amie de ma sœur, qui m'a permis de découvrir ton histoire, de lire ton livre et de discuter avec toi. Je crois que tu es la première personne qui a été adoptée avec qui j'ai eu l'occasion de discuter. Donc voilà, donc merci à elle. Puis merci à toi. Je te souhaite bon courage pour ton prochain enfant qui va arriver. Félicitations pour ton parcours et puis bon courage pour la suite. Bah, merci à toi, puis bah, on se tient au courant. Merci beaucoup. Mais de rien, je t'en prie. Salut Adrien, à bientôt. Salut à tout le monde.